Bonjour Grégory Woerth. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains, vous êtes aussi le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. La Commission nationale d'investiture du mouvement Les Républicains, du parti, a validé hier soir la candidature de François-Xavier Bellamy en tête de liste européenne. Vous n'étiez pas chaud sur cette personnalité à cette place-là. Aujourd'hui, vous dites quoi, tant pis? La Commission a tranché, visiblement assez largement. C'est un choix qui a porté sur un trio, un tiercé gagnant, j'espère. Ouais. Et ce tiercé représente plus la diversité des Républicains que ne le représentait M. Bellamy à lui tout seul. La question n'est pas d'ailleurs la personnalité de M. Bellamy, je ne conteste en aucune manière. Il représente une partie de la droite. Mais il représente une petite partie de la droite. Et cette petite partie, elle est assez... elle amène un certain nombre de débats qui n'ont pas leur place dans le débat européen. Par exemple les lois sur la vie, la l'IVG, etc., n'ont pas du tout leur place là. Et ce sont des débats qui fracturent la société française. On doit avoir ces débats, bien sûr, et nos propres convictions. Mais c'est pas, n'a pas de place dans le débat européen. C'est pas une bonne manière de, je pense, reconquérir une opinion publique qui ne nous est pas encore tout à fait acquise. C'est le moins et avoir l'ambition, et puis la seule ambition que nous pouvons avoir, c'est de gagner les élections européennes. Et je ne pense pas qu'on puisse gagner les élections européennes uniquement à partir de cette frange, de cette partie, cette petite partie, dites-vous, petite partie idéologique des Républicains. Les deux suivants, les deux, Agnès Evren et évidemment Arnaud Danjean, complète, rééquilibre, donc ça va dans le bon sens, comme on dit en politique. Incarne un renouvellement, même si le renouvellement n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique, c'est aussi évidemment important. François-Xavier Bellamy se dit caricaturé justement à propos de ces sujets que vous évoquez, qui ne devraient pas, selon vous, avoir leur place dans la campagne européenne. Il est caricaturé? Sans doute. Quand on regarde ses propos, je ne me suis pas penché sur, je n'ai pas fait de l'archéologie sur les propos de M. Bellamy, mais sans doute caricaturé, c'est sans doute faux ce qui est dit à son encontre, ou en tout cas il a ses convictions, elles sont là aussi encore une fois très estimables, et on peut en discuter, mais ce qui compte c'est la réalité des choses, c'est-à-dire la réalité du débat, c'est que ce sera un angle d'attaque extrêmement dangereux, qui est inutile. C'est un angle d'attaque assez inutile. François-Xavier Bellamy, il avait sa place sur la liste dans mon esprit, évidemment, mais probablement pas à cette place-là, c'est-à-dire pour représenter l'ensemble des Républicains qui ne doivent plus être en convalescence, qui doivent être au contraire en situation de reconquête idéologique et politique. Il s'exprime ce matin dans Le Parisien, François-Xavier Bellamy, et il dit « Il n'y a pas de peuple européen ». Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je pense qu'il y a on a beaucoup parlé de civilisation européenne, alors on peut en parler longtemps. Je crois qu'il y a quand même une manière de vivre, une histoire d'abord européenne qui domine les siècles. Il y a évidemment des peuples différents, mais il y a une culture qui est à peu près identique. Moi, j'étais d'ailleurs tout à fait favorable à l'idée d'installer un patrimoine européen. J'avais proposé à Menton que, au-delà du patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a aussi un patrimoine européen qui permette de concrétiser l'ensemble des racines. Quand on dit que l'Europe elle a des racines judéo-chrétiennes, c'est vrai, et ces racines-là, elles sont autant de... je pense qu'elles nous permettent d'aller plus loin, et elles nous permettent aussi de dire ce que nous sommes dans le monde et de nous identifier. On est en concurrence, si on était en concurrence avec personne, la question ne se poserait pas, mais le monde est plein de concurrence, le monde est dangereux, le monde est de plus en plus dangereux, de plus en plus fractionné, de moins en moins lisible, au fond, avec des Américains notamment qui se replient sur eux-mêmes, avec une sorte d'égoïsme extraordinaire. Il y a des technocratures qui se mettent en place, ou des dictatures, ou des empires qui se recréent. Bon, tout ça, la petite Europe, elle doit être très unie. Et donc il y a un peuple européen? Je pense qu'il y a un peuple européen, oui, bien sûr. Et je pense que l'Europe doit être l'Europe des peuples. Je l'avais dit aussi au moment du Conseil national où nous avons parlé d'Europe. Ce n'est pas une Europe des populismes, mais c'est une Europe des peuples, ce n'est pas une Europe des élites et ce n'est pas une Europe de la technocratie. Et donc la campagne, elle doit porter sur des projets européens, probablement sur un schéma d'organisation européen, mais surtout sur des projets très... Oui, on parlera de frontières. Nos frontières, elles doivent être étanches. En tout cas, elles doivent s'ouvrir à ceux qui sont bienvenus en Europe. Et uniquement à cela.
et uniquement à cela, mais c'est un choix. Et à partir du moment où nous restons un peuple, ou des nations ouvertes au monde, on ne doit pas se replier sur nous-mêmes. Mais l'ouverture, c'est aussi la protection. L'ouverture, c'est la protection, c'est la puissance aussi, être puissant pour se projeter à l'extérieur. Il y a un sujet qui est en train de monter. L'Europe est en train de, semble-t-il, refuser un mariage entre Alstom et Siemens, l'allemand Siemens, pour faire face à la concurrence en particulier chinoise. Est-ce que l'Europe est naïve de ce point de vue? Ah oui, enfin, tout ce qui est droit de la concurrence doit être repris à zéro. À partir, c'est un autre monde. On est en train de parler d'autre chose. On ne va pas laisser se créer des conglomérats, des puissances économiques partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Asie, et puis nous, essayer de se poser des questions de cette nature. Évidemment, il faut qu'Alstom et Siemens se fassent. Et si ça ne peut pas se faire, il faut changer le droit. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Hein. Ce sera dans votre campagne, je suppose. Le Brexit, Theresa May, hier, a obtenu ou s'est vu imposer le fait d'essayer de renégocier. Et immédiatement, beaucoup d'Européens, dont Emmanuel Macron, ont dit on ne renégocie pas l'accord de sortie du Brexit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour renégocier, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Enfin, c'est demander du temps aussi. Ne serait-ce que ça. Et la réalité, c'est que ça n'aboutit pour l'instant à rien, puisqu'il n'y a pas d'opinion précise, ni pas de portée renégociation. par la... Aujourd'hui, ça me semble difficile. Comment réouvrir des négociations? À partir de quoi? Qu'est-ce qui permettrait de dire que ces négociations aboutiraient à quelque chose de voté par le Parlement? Ça n'a pas été le cas. Il n'y a aucune solution qui domine. Enfin, c'est le marasme total. C'est la pagaille totale. Ce Brexit a été, je pense, un mensonge historique à la population britannique. Je ne suis pas sûr qu'elle ait voté pour ça. Et tous les arguments des Brexiteurs qui ont été mis sur la place publique et qui ont fait qu'une partie de l'opinion britannique s'est retournée, sont des arguments qui étaient faux, qui étaient juste des mensonges. Fabriqués, mensonges. C'est une manipulation des peuples. Hein. Il reste 2 mois, presque jour pour jour. Enfin, dans 2 mois, jour pour jour, nous serons sortis. Enfin, la Grande-Bretagne ne fera plus partie de l'Europe. Bon, 29 mars. Écoutez, au jour d'aujourd'hui, elle sort. Et elle sort, c'est ce qu'on appelle le no deal, c'est-à-dire il n'y a pas d'accord, elle sort brutalement. Et c'est le chaos. Les choses se coupent, c'est le chaos, c'est le chaos en Grande-Bretagne, et c'est le chaos aussi en Europe, parce qu'évidemment on a beaucoup de relations. D'abord, il faut protéger nos concitoyens des deux côtés. Mais est-ce qu'il ne faut pas tout faire justement pour éviter, de notre côté, nous Européens, le continent, disons, pour éviter ce chaos? Si, mais la réponse, elle est d'abord chez les Britanniques. Elle est d'abord chez eux. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent exactement et en quoi ils peuvent constituer une majorité autour d'une idée. Et à ce moment-là, il faut qu'ils le mettent sur la table. Et puis, il y a aussi un chèque britannique. C'est-à-dire que les Britanniques, ils doivent continuer à payer les frais qu'ils ont engagés lorsqu'ils étaient dans l'Europe. C'est une quarantaine de milliards. Et cet argent doit être évidemment consolidé. Qu'il y ait accord ou pas. L'Assemblée nationale est en train de voter la loi anti-casseurs qui avait été votée dans une première mouture au Sénat. C'est une proposition de loi qui vient de la droite. Elle est très disputée, cette proposition de loi, au sein de La République En Marche. Vous la voterez? Oui, je pense qu'on la votera. Elle est très en retrait par rapport à la proposition de loi. C'était issue d'une proposition de loi sénatoriale de Bruno Retailleau. Elle a été très dépecée par un certain nombre. Évidemment, il y a des choses qui vont dans le bon sens, comme on dit. Donc, je pense qu'on la votera. Je pense par exemple à l'interdiction de manifester pour des individus qui ont montré qu'il valait mieux les éloigner d'une manifestation. C'est évidemment une bonne chose. Et il y a des éléments comme cela qu'il faut voter. On ne peut pas assister à des samedis à répétition où la foule s'en prend, où une petite foule se prend à la police de la République. Ouais. Il faut évidemment arrêter cela de façon immédiate. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe au sein de La République En Marche? Vous voyez quoi, la gauche se réveiller au sein de... Mais La République En Marche, c'est à l'Assemblée nationale, c'est grosso modo 50%, peut-être un peu moins, mais enfin pas beaucoup moins de socialistes. Donc c'est des personnes c'est très respectable, hein, mais c'est des personnes qui étaient socialistes, qui ont été des élus socialistes, ou des militants socialistes, ou des membres du Parti socialiste, ou des sympathisants. Et donc on voit que, comme la majorité est moins tenue, que le président est plus faible, on voit au fond une cristallisation autour d'un certain nombre de blocs idéologiques qui sont très différents les uns des autres. Donc il y a une majorité nouvel affaiblissement.
Oui, le problème, c'est l'affaiblissement de tout le monde. Aujourd'hui, la France, elle s'affaiblit partout. Le pouvoir exécutif est affaibli, le président de la République lui-même est affaibli, mais les corps intermédiaires sont également affaiblis. Et l'opposition n'est pas très forte. Et l'opposition n'est pas cas, encore suffisamment forte. Donc les Républicains, me semble-t-il, doivent être la voie de l'alternance et le salut de la République à partir du moment où la majorité est si affaiblie. Donc nous devons parler à tous les Français. Et pour parler à tous les Français, il faut aussi que nos listes expriment l'ensemble des convictions des Républicains. Et l'on revient sur le sujet des élections européennes. Ce sera un bon indicateur. Merci Éric Woerth. Merci.